nominees are Miss Susan Hayward for I Want to Live, Deborah Carr, Separate Tables. Miss Shirley MacLaine for Some Came Running. Next, Rosalind Russell for Auntie Mame. And Miss Elizabeth Taylor for Cat on a Hot Tin Roof. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Here she is, the lucky, lovely Susan Hayward, and I Want to Live. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, ladies and gentlemen of the Academy, for making me so very, very happy tonight. I thank you. Will you just hold the lady for a second? Just 1 second. I've never heard such a rooting interest in my life. And rather than allow Miss Hayward to exit just on the round of applause that she might assume is just the normal round of applause, I would like to have her come back. Let us all wish her the very best. Susie, will you take another bow? À la fin de l'année 1958, sort le film I Want to Live, mettant en vedette Susan Hayward. La production marquera la carrière de l'actrice et lui permettra de gagner son seul Oscar, qui est Barbara Graham, celle qui a inspiré I Want to Live. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je vous parle de Susan Hayward aujourd'hui. Première fois que je vous parle de cette actrice que j'aime vraiment beaucoup. Elle m'a rarement déçu, elle avait beaucoup de talent pour jouer des drames ou des histoires vraies tragiques. Des histoires tragiques comme c'est le cas pour I Want to Live, sorti en 1958. C'est de ce film-là que je vous parle pour cet épisode également. C'est mon film préféré de Susan Hayward, comme plusieurs autres amateurs de l'actrice ou de cinéma, je pense. C'est poignant, l'actrice est incroyable dans le rôle principal, elle a mérité son Oscar de la meilleure actrice, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre qu'elle, la gagnante en 1959. I Want to Live se base sur un récit véridique, la vie de la criminelle Barbara Graham, qui a été mêlée à toute une histoire avant d'être condamnée à la peine de mort au milieu des années 50. Le procès de la femme sera énormément médiatisé parce que tout ce qui l'entoure était fascinant. J'en parle pas plus parce que, avant de m'embarquer dans la production du film, je tenais à vous raconter la vie de Barbara Graham, la plus médiatisée des femmes criminelles des années 50. Barbara Graham. Come out, Barbara Graham. Come out, Barbara Graham. Barbara Graham, you have 60 seconds. If you do not come out, Barbara Graham, we will come in and get you. We are warning you not to attempt anything, Barbara Graham. Your friends are in custody. It is over. For the last time, Barbara Graham, come out. Keep your hands above your head. You heard me, Graham. Hands above your head. I won't warn you again, Graham. Get those hands up. Barbara Graham naît à Oakland en juin 1926 dans un quartier assez pauvre. Dès son enfance, elle va connaître la misère. Sa mère, Hortense, est monoparentale et son seul moyen de gagner de l'argent, c'est de se prostituer. Hortense baigne, selon plusieurs sources, dans le monde de la drogue et possède une sévère addiction à l'alcool. J'ai pas réussi à éclaircir si au moment de la naissance de Barbara, Hortense connaissait l'identité du père ou non. En 1928, Barbara est abandonnée par sa mère, elle a seulement 2 ans. En réalité, c'est pas un vrai abandon. Sa mère a été arrêtée et placée en détention dans une prison pour femmes pour prostitution. Elle est placée dans un orphelinat où la vie est pas plus belle. Plus tard, Barbara racontera que dans cet établissement, elle a été battue, affamée et a reçu différents mauvais traitements. Elle en ressort pas mal traumatisée. À sa sortie de la prison pour femmes, Hortense va pas reprendre sa fille tout de suite. Elle va se marier et avoir 2 autres enfants.
Pendant qu'elle est mariée, il y a une certaine stabilité dans la vie de la mère de famille qui lui permet de reprendre sa première fille quelques jours par mois. Par contre, en janvier 1930, son mari décède tragiquement à seulement 28 ans et là, les problèmes d'alcool reviennent. Hortense recommence à se prostituer, à boire, à se droguer et à s'occuper de moins en moins de ses enfants. À l'adolescence, Barbara est déjà pas mal abîmée par la vie. Elle va se faire arrêter à de multiples reprises pour vagabondage pendant les heures de classe. Elle se retrouve finalement devant un juge après plusieurs arrestations qui va l'envoyer dans une école de réforme. En 1939, à 14 ans seulement, elle sort de cette école de réforme, va se marier malgré son très jeune âge et entrer dans une école de commerce. Jusqu'en 1942, elle va vivre une vie assez tranquille, même si elle accouche à 2 reprises avant même ses 18 ans. Au moment où elle divorce, on lui retire la garde de ses enfants parce qu'un juge va déclarer qu'elle a un passé trop trouble pour conserver ses enfants. À partir de là, Barbara Graham va vivre la vie d'une criminelle. Elle va accumuler les aventures, les relations amoureuses, se marier à 2 reprises. Elle est une habituée des fêtes où l'alcool et les drogues sont courants et elle vit dans une grande précarité. Comme sa mère, le seul argent qu'elle possède, c'est celui qu'elle fait en se prostituant. Selon plusieurs sources, elle aurait même fait partie d'un groupe de femmes qui étaient envoyées dans des bases militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale pour servir, entre guillemets, les soldats américains. C'était le crime organisé qui contrôlait tout ça et on croit qu'elle aurait fait partie de ce groupe de femmes. En 1948, à 22 ans, elle est très connue dans le monde du crime. Physiquement, elle est très belle, elle sait se présenter et comment se tenir. Les services de police la connaissent aussi désormais pas seulement pour la prostitution, mais aussi pour des affaires d'intimidation, d'extorsion, de guet-apens et la liste est assez longue. Toujours en 48, elle est arrêtée puis condamnée à purger une peine de 5 ans de prison pour avoir donné un faux alibi à 2 occasions pour protéger des amis qui auraient commis un meurtre. 5 ans plus tard, en 1953, elle sort de prison, rencontre Henry Graham qui va devenir son mari. Henry Graham est lui aussi un consommateur d'alcool et de drogue notoire. Il n'a jamais été arrêté pour des graves méfaits, mais la police le connaît justement à cause de ses addictions. Ça prend pas beaucoup de temps à la femme pour recommencer ses activités criminelles. En se mariant avec Henry, elle rencontre 2 de ses amis, Jack Santo et Emmett Perkins, qu'on surnomme The Weasel, la belette en français. Santo et Perkins sont 2 bandits très connus. Ils ont eux aussi une longue liste de crimes à leurs actifs et ont été arrêtés très souvent, en plus de séjourner dans des pénitenciers. Au fil du temps, Perkins et Barbara vont commencer une histoire d'amants et de maîtresses passionnés mais aussi orageuses, plus ou moins secrètes. Ils se disputent beaucoup quand ils ont bu un peu trop. C'est Emmett Perkins, dit la belette, qui est à l'origine du crime pour lequel Barbara Graham sera condamnée à l'exécution 2 ans plus tard. Perkins explique à sa maîtresse qu'il connaît un bon moyen de faire de l'argent. En fait, il connaît une certaine Mabel Monahan qui posséderait chez elle une importante somme d'argent liquide, en plus de bijoux de très grande valeur. Mabel Monahan est une veuve de 64 ans à ce moment-là. C'est une retraitée de la scène qui a fait beaucoup d'argent avec différentes troupes de vaudeville et en se mariant à l'un des hommes les plus riches du milieu artistique. L'ancienne star du vaudeville vit seule chez elle à Burbank, en Californie. C'est encore une fois pas clair comment Perkins sait que Monahan garderait une grande somme d'argent chez elle. On pense qu'il aurait peut-être effectué quelques petits travaux manuels chez elle et qu'elle le payait gracieusement. On pense aussi que ça pourrait être un certain Luther B. Scherer, l'ancien beau-fils de Monahan, qui l'aurait laissé sous-entendre. Scherer était un gambler reconnu et possédait plusieurs salons de jeu. Il trempait dans différentes histoires louches d'argent et de fraude. Sa fortune, qui s'élèverait à plusieurs millions de dollars, est pas nécessairement très propre.
Ce serait lui qui aurait possiblement parlé que son ex-belle-mère garderait une grande somme chez elle à Perkins. Le 8 mars 1953, Barbara Graham passe la soirée avec ses 2 amis et 2 autres criminels, eux aussi reconnus, du nom de John True et de Baxter Shorter. Ensemble, ils préparent le plan pour aller cambrioler la veuve Monaghan, même si Shorter dira plus tard qu'il était réticent à ce que Graham participe. Il aurait été convaincu par Perkins, qui lui aurait dit que le seul moyen pour que la vieille dame ouvre la porte, c'était d'avoir avec eux une femme. Un scénario de cambriolage qu'ils mettent en œuvre dès le lendemain. Le 9 mars 53, le groupe de bandits arrive en voiture devant la demeure de Mabel Monaghan. Barbara en sort seule et va frapper à la porte. L'ancienne star du vaudeville ouvre et Barbara explique qu'elle a un problème avec sa voiture. Elle aurait besoin d'emprunter le téléphone pour appeler un mécanicien. Sans se douter de rien, Monaghan ouvre la porte davantage et c'est là que Perkins, True, Shorter et Santo entrent eux aussi dans la maison. Avant même qu'elle comprenne qu'elle est cambriolée, la dame est bâillonnée puis attachée. La maison est fouillée et saccagée, mais le groupe ne trouve rien, ni argent, ni bijoux de grande valeur. Voyant qu'il trouve absolument rien, il décide de quitter et c'est ici que les versions se contredisent. Selon Shorter, il aurait vu Graham tendre un revolver à Perkins avant d'exiger l'exécution de la veuve. Mais Shorter aurait demandé à Perkins de ne pas tirer et de surtout retirer le bâillon à Monaghan qui semblait en détresse respiratoire. Selon True, Barbara serait rentrée dans une grande colère en trouvant rien et se serait mise à battre violemment Mabel Monaghan, la jetant au sol avant de lui tirer une balle dans la tête. Une mort très violente qui implique Barbara Graham, peu importe les versions. Peu importe les versions aussi, quand le groupe quitte, ils laissent derrière eux Mabel Monaghan, inerte et très probablement décédée à 64 ans. C'est que 2 jours plus tard que son corps est retrouvé par un jardinier. C'est seulement le 26 mars que la police va arrêter 5 hommes qui auraient pu avoir un lien avec le crime violent menant à la mort de la veuve. Les 5 hommes sont relâchés avant que Baxter Shorter se livre lui-même aux autorités. Il dénonce ses complices qui seront pas tout de suite arrêtés. La police va attendre quelques jours avant de faire l'arrestation. Shorter, lui, sera assassiné par Perkins et Santo, possiblement par Barbara Graham également, quelques heures après sa confession. John True se rend lui aussi aux autorités et témoigne en échange d'une immunité face à la peine de mort. C'est le début d'un procès hyper médiatisé où Barbara Graham est le centre de l'attention. Pendant plusieurs semaines, tous les journaux américains et même plusieurs journaux internationaux parlent de l'affaire. Le visage de la femme est connu à travers le monde. Dans des articles qui font parfois plusieurs pages, on raconte son enfance, les frasques de sa mère, ses anciens mauvais coups et aussi tout un tas de choses qui sont loin de la réalité parfois. Ses complices lui font porter le blâme. C'est elle qui aurait de sang-froid assassiné Monaghan. Elle se défend, seule, mais en vain. Elle est reconnue coupable et condamnée comme Santo et Perkins à la peine de mort. Le 2 juin 1955, 2 ans plus tard, et la veille de son exécution, le gouverneur Goodwin G. Knight demande que l'exécution soit suspendue puisqu'il veut examiner les preuves à nouveau. Le 3 juin, l'exécution est d'abord annoncée pour 10 heures le matin, puis reportée une première fois à 10h45. À 10h43, l'exécution est repoussée à nouveau, cette fois-ci à 11h30. Finalement, à 11h25, le téléphone du couloir de la mort sonne. Barbara Graham est toujours reconnue coupable du meurtre de Mabel Monaghan. Elle sera exécutée. À 11h28, elle est amenée dans une chambre à gaz. Elle demande à ce qu'on lui recouvre les yeux avant d'être exécutée. À 11h30, à 31 ans, Barbara Graham décède. C'est la vie de Barbara Graham que Susan Hayward interprète 3 ans plus tard, en 1958, qui marquera sa carrière pour toujours. I never even knew the dame. You know she's been murdered, don't you?
Yeah, so was Julius Caesar. I didn't know him either. Ever use narcotics, Babs? No. No? Well, your husband does. Barbara, I'm very sorry. Goodbye and God bless you. I want a mask. A mask? I don't want to look at people. I want to see them stare at me. A written transcript is used in court for the prosecution. But you are hearing the actual voices as originally recorded on the wire inside a tiny miniphone like this, which police officer conceals on his body. It's all taken down on the miniature recording device. Her desperate attempt to establish a false alibi. Her faltering admission she was there at the scene of the crime. The flaming redhead finally crumbles into a shattered, frightened woman. She is led crying from the courtroom after the brutal sex crowd around her. Have you anything to say for TV, Mrs. Graham? I'm innocent. What about the testimony of Bruce King and police officer Miranda today? I'm completely innocent. I was home with my family that night. They'll all die finally. The spies, the liars, all the ones who want me dead. I'm innocent. Do you swear it? I swear it. En 1957, le directeur Robert Wise se met à travailler sur un film sur la vie de Barbara Graham. Il voit une bonne opportunité de faire connaître davantage la criminelle controversée qui, 2 ans après son exécution, cause encore beaucoup de doutes dans l'opinion populaire. Est-ce que Barbara Graham était réellement coupable au point d'être exécutée? C'est la question que tout le monde se pose à cette époque. Wise, dès les premiers jets d'encre à propos du film, pense à Susan Hayward pour le rôle principal. À ce moment-là, Susan Hayward est une actrice établie et populaire depuis déjà presque 20 ans. Ça lui a pris quand même un certain moment avant de se faire connaître. C'est seulement à la fin des années 40 que son nom résonne un peu partout dans l'industrie et c'est qu'au début des années 50 qu'elle devient une actrice populaire. Avant de connaître le succès, elle a joué des rôles secondaires aux côtés de grands noms comme Gary Cooper, Pauline Goddard et Loretta Young, entre autres. À l'entrée des années 50, c'est les immenses succès pour Susan Hayward. Elle va cumuler les rôles et les films tirés ou inspirés d'histoires vraies. En 1955, elle joue Lillian Ruth dans I'll Cry Tomorrow. Lillian Ruth a été une chanteuse et actrice qui a connu beaucoup de problèmes d'alcool. C'est la raison principale pour laquelle sa carrière va chuter. Pour son rôle, elle est une nouvelle fois nommée aux Oscars. Donc, en 1957, vous voyez que Susan Hayward est une actrice reconnue, populaire auprès du public, mais aussi des critiques, et n'a plus rien à prouver à personne. Quand Robert Wise l'approche, l'actrice est immédiatement intéressée par le projet. Elle lit le premier scénario qui sera changé parce qu'il se concentre trop sur l'enfance de la criminelle et elle s'imagine déjà quelques mises en scène. On produit alors une deuxième version du scénario qui se concentre un peu plus sur la vie criminelle de Graham, son incarcération et le quotidien d'une prison pour femmes, puis le couloir de la mort. En lisant la deuxième version, Susan s'impatiente de tourner le film. En attendant, elle va lire plusieurs articles de journaux, elle va un peu revivre toute la saga du procès de 1953. Elle décide qu'elle veut jouer une Barbara Graham forte, féminine, stable et brillante, tout en ayant un côté très sensible concernant ses enfants. Elle veut donner tout l'amour maternel que ses enfants méritent. Dans le deuxième scénario, on remet un peu en doute la vraie culpabilité de Barbara Graham. On pose quelques questions tout au long du film, quelques dialogues qui remettent en question l'implication de Graham dans le meurtre de Monoham ou dans sa vie criminelle. Susan Hayward est d'accord avec ce choix, mais dira quand même plus tard qu'elle était convaincue que la femme était coupable et avait un grand rôle dans l'affaire de Monoham. L'actrice l'affirme après avoir lu presque tous les articles existants sur le sujet racontant les faits, les versions et tout.
Revenons à la production du film. Avant de commencer à tourner, Susan Hayward et Robert Wise ont l'autorisation exceptionnelle de visiter pendant des journées entières des prisons pour femmes. C'est l'idée de la star du grand écran. Elle veut voir comment c'est de vivre dans ces établissements qui, à l'époque, sont très méconnus. En 1957, on s'intéresse pas beaucoup à la vie de prisonnier et encore moins à celle de prisonnière. C'est très méconnu et Susan veut en savoir plus, en apprendre davantage. Pendant ses visites, elle a la chance de pouvoir discuter avec plusieurs femmes incarcérées. Elle essaie de les comprendre, de savoir ce qui les a menées en prison et surtout à vivre la vie qu'elles avaient, une vie de criminels pour la plupart. Chose très rare, on donne même l'autorisation à l'actrice d'entrer dans le couloir de la mort et de discuter avec des femmes qui attendent leurs exécutions. C'est extrêmement rare qu'on donne ce genre de permission-là. À sa sortie du couloir de la mort, elle est marquée à vie. Elle a entendu des histoires, des récits de vies abominables, traumatisantes et tout ce que vous voulez. Avant le début du tournage, aussi, aux côtés du directeur du film, elle assiste à une exécution d'un prisonnier dans une chambre à gaz. C'est aussi une idée de Susan Hayward, puisqu'à la fin de I Want to Live, l'exécution de Graham est montrée au grand public. La star veut que la scène soit plus vraie que nature. C'est ce qu'elle fera d'ailleurs. La scène finale est extrêmement dure à voir, on croirait que c'est vrai. Susan Hayward est tragiquement exceptionnelle, particulièrement à la fin du film. Le tournage commence en mars 1958 et se passe assez bien. La star du film est, comme toujours, fantastique dans le rôle et Robert Wise ne regrette pas une seule seconde son choix. Ça va si bien que la production a même de l'avance. Ils sont plusieurs jours devant leurs plans initiaux, ce qui est assez rare. Une avance qui va se transformer en retard, par contre. Après quelques semaines de tournage, Susan n'est pas très bien. Elle tourne quelques scènes, se met à faire de la fièvre avant de remarquer des plaques rouges un peu partout sur sa peau. On appelle un médecin d'urgence et on lui diagnostique une rougeole, une maladie qui est prise assez au sérieux à l'époque et on la force à être hospitalisée quelques jours et à se reposer chez elle. En l'absence de la star sur le plateau, on peut pas faire grand-chose puisqu'elle apparaît presque à chaque scène. On fait des plans rapprochés des acteurs de soutien. Virginia Vincent, Lou Krugman et Philip Coolidge auront des plans rapprochés imprévus au départ. Chez elle, au repos forcé, Susan Hayward demande à avoir les copies des correspondances de Graham durant son incarcération dans le couloir de la mort. Elle va tout lire et être sincèrement marquée par l'amour que portait la criminelle pour ses enfants. Vous l'aurez peut-être compris, Barbara Graham a eu 3 enfants si je compte bien, mais elle n'a pas eu la chance de les connaître beaucoup. Ses 2 premiers enfants lui ont été retirés à son divorce et le 3e, elle a passé 5 ans en prison après l'accouchement, avant de rentrer à nouveau dans une cellule quelques semaines après sa libération. Mais dans les correspondances de la femme, elle demande des nouvelles de ses enfants. Elle demande même à les voir. Elle s'inquiète beaucoup pour leur avenir et ça touche vraiment l'actrice. À son retour en studio, Susan demande à ce que les dernières scènes du film, soit la vie au couloir de la mort et l'exécution, soient tournées en dernier, chose qu'on lui accorde. Des scènes finales qui sont produites sur 2 semaines. On laisse du temps de repos à l'actrice parce qu'on veut qu'elle soit dans les meilleures conditions pour tourner ces scènes émotionnellement intenses et tragiques. Rappelez-vous, l'exécution de Barbara Graham a été repoussée pas une, mais bien 2 fois. À chaque occasion, on l'a menée à la chambre à gaz avant de la ramener à sa cellule. Dans I Want to Live, ces scènes-là, elles sont vraiment exceptionnelles. C'est, à mon avis, parmi les meilleures scènes de l'actrice. C'est des moments assez intenses. Elle aurait pu jouer trop gros, trop théâtral, mais non, elle a été parfaite. Tout comme la scène de l'exécution, c'est très vrai, très réaliste. Quand on sait que Susan Hayward a assisté à une exécution pour reproduire la scène de façon fidèle à la réalité, c'est encore plus touchant,
troublant. Quand on termine ces 2 dernières semaines de tournage, la star reçoit les félicitations de l'équipe de production par dizaines. Le 29 octobre 1958, I Want to Live sort en salle et sera un immense succès. 3 ans après l'exécution de Barbara Graham, son histoire intéresse toujours autant le public. En plus, comme je le disais, le film pose la question de la réelle implication de la femme dans le crime. Les critiques acclament Susan Hayward et elle devient rapidement la favorite pour remporter la statuette de la meilleure actrice aux Oscars. C'est ce qui va arriver d'ailleurs. En 1959, elle est sacrée meilleure actrice aux Oscars comme au Golden Globe, au David di Donatello en Italie. Le New York Film Critic la sacre également meilleure actrice de l'année. C'est aux États-Unis un titre très important, presque autant que les Oscars. I Want to Live marquera la carrière de Susan Hayward pour toujours. Elle aura redonné un peu de dignité à Barbara Graham, qui a peut-être été flouée par la justice. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.